Les preneurs d'otages. La semaine dernière, j'ai vu passer par je ne sais quel hasard une vidéo de BFM Télé décrivant les avantages du statut de cheminot. Tiens, jetons un coup d'œil. Bon, j'avoue que ma première réaction, ça a été de me demander si le réal prenait du LSD. Waouh! Faut lever le pied sur les gifs animés là les gars! Les cheminots bénéficient d'une augmentation systématique chaque année. Cheminot qui se réjouit de la suppression de l'ISF. Ils ont 28 jours de congés payés par an, soit 3 fois plus que le minimum prévu par la loi. What the fuck? Départ à la retraite avancée? Cheminot, même pas vieux, qui part à la retraite. Les cheminots ont accès à certains centres médicaux gratuits. Parce que les autres gens, non? Les parents, grands-parents et beaux-parents ont eux droit à 4 voyages gratuits par an. Après avoir réprimé une crise d'épilepsie, je me suis penchée sur le contenu. Emploi à vie, meilleur salaire, retraite à 50 ans. Ben dis donc, ils sont encore mieux lotis que toi. Miaou. J'ai quand même voulu en avoir le cœur net, alors j'ai appelé ma copine Hélène. Yo meuf, tu connaîtrais pas un ou deux cheminots qui voudraient me parler de leurs conditions de travail? Bouge pas. 10 minutes plus tard. Voilà 3 copains qui sont d'accord, tu peux les appeler. J'ai donc discuté avec Guillaume, Jessica et Anas, cheminots et cheminotes privilégiés. Jessica et Guillaume travaillent à la gare de Saint-Lazare. Jessica travaille à la vente, Guillaume, qui est réserviste, fait des remplacements sur les postes d'accueil, de sono. Toum toum toudoum. Éloignez-vous de la bordure du quai. Ou de vente de billets comme Jessica. Ils travaillent en 2-8, c'est-à-dire soit de 6h à 14h, soit de 14h à 22h. La même, mais au retour. Les week-ends et les jours fériés inclus. Anas, lui, est aiguilleur au Bourget. Il travaille en 3-8, de 14h à 22h, de 22h à 6h ou de 6h à 14h. Il bosse les jours fériés et à peu près 3 week-ends par mois. Son travail, c'est de diriger les trains de fret sur les rails pour les rentrer à l'entrepôt. Les wagons de fret transportent parfois des contenus sensibles, notamment des matières radioactives. Il doit les aiguiller sur les bonnes voies et veiller à ce qu'il n'y ait pas de collision. Bon, moi, j'avais bien regardé la vidéo de BFM Télé, alors j'ai commencé par leur demander dans quel château ils vivaient et ce qu'ils faisaient de leurs 250 week-ends libres par an. Ah! Ben quoi? Les cheminots et les cheminotes ne vivent pas dans des châteaux. Guillaume gagne 1 600 € par mois, Jessica 1 400 € et Anas 1 900. Sur ces montants, il y a 75% de traitement de base et 25% de primes pour les nuits, les week-ends et les jours fériés. Ça veut dire que s'ils tombent malades ou partent en congé, c'est un quart de revenu en moins pour eux. Et malades, ils le sont les cheminots, avec les horaires décalés, les risques professionnels, les incidents, la colère des usagers et des usagères et les pressions de la hiérarchie. Anas me raconte que ces derniers temps, les agents et agentes ayant des problèmes de santé se font de plus en plus nombreux et nombreuses. Il faut dire que jusqu'en 2000, les cheminots et cheminotes étaient exposés à l'amiante contenue dans les locomotives et les engins de traction. D'après le syndicat Sudrail, chaque année, de 30 à 50 agents et agentes, ou ex-agents, ex-agentes, meurent des suites d'un cancer lié à l'amiante. Guillaume me parle des conditions de travail à l'accueil quand les trains ne marchent pas. Les usagers et usagères s'énervent, et particulièrement sur les femmes qui font souvent l'objet d'une présomption d'incompétence. Appelez-moi votre chef. La semaine dernière, 3 de ses collègues ont été agressés physiquement par des usagers agacés par les retards. Jessica me raconte qu'avec l'arrivée des bornes automatiques, les boutiques en ville ferment. Beaucoup de jeunes mères qui y travaillaient en horaire de jour se sont retrouvées à faire les 2-8 dans les gares, loin de chez elles, sans avoir trouvé de moyens de garde pour leurs enfants. C'est ça ou rien? Les employés à la vente subissent beaucoup de chantage à l'emploi.
Anas m'explique aussi qu'avec les horaires décalés, ils mangent mal et qu'il y a beaucoup de problèmes cardiaques et de diabète chez les cheminots et cheminotes. La médecine du travail l'avait même prévenu. Faites attention parce que les 3-8 c'est 10 kilos en plus. Les cheminots et cheminotes ne sont pas censés manger pendant leurs 8 heures de service. Il n'y a pas de créneau prévu pour ça, ni de prime repas ou de ticket restaurant. Du coup, c'est pizza et sandwich sur le pouce. Ah, bah je comprends mieux pourquoi vous partez à la retraite plus tôt. Personne n'a envie que son train soit aiguillé par un cheminot cardiaque de 65 ans. Non? C'est pas pour ça? Mais Emma, on part pas plus tôt. L'âge minimum c'est 52 ans, mais il faut qu'on cotise pendant 43 ans, comme vous. Pour partir à 52 ans, j'aurais dû commencer à bosser à 9 ans. Ha ha! Je partirai à 65 ans normalement. Oh. Bon, je ne vais pas vous mentir, même avant ces entretiens, je me doutais que le quotidien d'un cheminot ou d'une cheminote était bien éloigné de celui d'un ou d'une députée. Allez, fini les croquettes, espèce de privilégié! Mais ce n'est pas tout ce que j'ai appris, car tout ce bazar autour du statut des cheminots, ça vient d'un rapport remis au gouvernement le 15 février. Tadam! Le rapport Spinetta. Spinetta, comme Jean-Cyril Spinetta, le mec qui a privatisé Air France juste avant de mener la multinationale Areva à la faillite. Dans mon imagination, Jean-Cyril, un brushing, une Rolex, un pull autour du cou et un prof de tennis. Mais en vrai, peut-être pas. Si vous vous demandez en quoi il est compétent en matière de train, ben moi aussi. Que nous dit Jean-Cyril? Que la SNCF va mal. Pour sauver la SNCF, Jean-Cyril a des suggestions. Supprimer 9000 km de petites lignes. Pour faire Montpellier-Mende, vous allez repasser par Paris puis prendre un car et un bus. Abolir le statut de cheminot pour embaucher en CDI du droit privé. Sans sécurité de l'emploi, à nous les licenciements collectifs. Transformer la SNCF en société anonyme, racheter sa dette et l'ouvrir à la concurrence. Ni vu ni connu, je fais ce que je veux avec vos impôts. En fait, ce que le gouvernement attend de Jean-Cyril, ce n'est pas qu'il sauve la SNCF, mais qu'il prépare sa privatisation. Mais le service public, ça rapporte pas de sous à mes copains. Eh oui, c'est un marché juteux. Sauf que privatiser le rail, ça s'est déjà fait ailleurs. Et ça ne s'est pas très bien passé. En Grande-Bretagne, les usagers ont vu le prix des billets augmenter de 30% à 300%. Gloops. Le nombre d'accidents a dramatiquement augmenté et la qualité du service s'est dégradée. C'est ce qui se passe quand on précarise des conducteurs et des aiguilleurs et que plusieurs entreprises se partagent les mêmes lignes. En Suède, où le rail a été privatisé en 2001, les usagers supplient de revenir au service public. Synd. Pitié, je crois. Et en Allemagne, l'État doit subventionner les entreprises de 8 milliards d'euros chaque année pour maintenir un service correct. Meine Steuern! Mes impôts, je crois aussi. Et oui, car le but d'un service public, ce n'est pas d'être rentable. C'est avant tout un choix politique. Le choix que fait une société de garantir à toutes et à tous l'accès aux soins, à l'éducation et au transport, quels que soient nos moyens, notre âge et notre lieu de vie. C'est le choix d'une société solidaire. Vouloir rentabiliser le rail, ça implique forcément de desservir les régions, d'augmenter le prix des billets et d'économiser sur l'entretien des infrastructures aux dépens de la sécurité des usagers et des usagères. Et puis de plus en plus d'économistes s'accordent à dire que la concurrence est inefficace pour faire baisser les prix. C'est le monopole public du rail qui permet de faire des économies d'échelle. Plus le service a de passagers, plus le coût par usager est bas. Les économies faites sur les lignes fréquentées permettent de financer les autres, et pas les actionnaires. Ce qui fait que la SNCF va mal, ce n'est pas le fait qu'elle soit publique, ni le statut de ses cheminots. C'est surtout que des emprunts très coûteux ont été pris pour financer des lignes de TGV pas forcément utiles,
tandis qu'on a laissé se dégrader les lignes et les trains les plus utilisés. C'est très pratique, parce qu'après, on peut dire que ça marche mal et qu'il faut privatiser. Ne pas laisser faire ça, ce n'est pas que défendre notre service public en tant qu'usagère ou usager. C'est aussi nous défendre toutes et tous en tant que travailleuses et travailleurs. Car il semble bien que notre président se voit comme un guerrier. Et que, comme Margaret Thatcher l'avait fait en 1984 avec les mineurs anglais, il prévoit de briser les cheminots, secteur connu pour sa combativité. Faut pas qu'on se laisse faire, on peut se mettre en grève. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Même les cheminots ont abandonné. Pour s'attaquer ensuite tranquillement au reste des travailleurs. Sauf que cette fois, ça pourrait bien ne pas passer. Car en s'attaquant à tout le monde en même temps, le gouvernement crée de la cohésion là où il n'en veut pas. Les enseignants et enseignantes, les étudiants et étudiantes, les soignants et soignantes se mobilisent un peu partout. En rejoignant les cheminots et cheminotes et le reste d'entre nous, la protestation va prendre de l'ampleur et la casse de nos droits pourrait bien s'arrêter là. Alors que faire? Eh bien déjà, être solidaire avec les cheminots en grève, même si en tant qu'usagers et usagères, c'est galère. Partagez cette BD et les liens qui vont avec, en parler autour de vous, refusez la privatisation dans les médias et les sondages si on vous demande votre avis. Et puis, le 22 mars, la grève commence. Si elle devient générale, on arrivera à faire reculer le gouvernement. Alors venez en manif, mettez-vous en grève si vous pouvez, ou cotisez aux caisses de grève. Un peu de solidarité, et ça sera gagné.